Bonjour. Dans cette présentation, j'aimerais vous parler des grands principes du droit international économique. Il y a certains principes que vous retrouvez dans de nombreux traités internationaux, notamment aussi dans les traités multilatéraux comme celui de l'OMC, du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, qui sont classiques et typiques pour le droit international, et notamment pour le droit international économique. Et ça facilite donc l'analyse si vous en connaissez les plus importants. Alors, nous avons déjà vu, et vous le savez, beaucoup des accords d'aujourd'hui, des accords du XXe et du XXIe siècle, s'inspirent des accords bilatéraux qui avaient été conclus au XIXe siècle. Le plus connu peut-être l'accord Cobden-Chevalier entre le Royaume-Uni et l'Angleterre, mais nous avons vu que aussi la Suisse en a conclu beaucoup, un qui est toujours en vigueur officiellement et qui est un peu à la base de ces développements, c'est certainement l'accord entre la Suisse et le Royaume-Uni de 1855, qui est à la base des négociations de la Suisse, avec le Royaume-Uni qui était certainement le champion des relations économiques de l'époque. Un des principes qui semble aujourd'hui particulièrement important et que vous trouvez dans de nombreux chapitres, de nombreux traités actuels, est la transparence. Il y a même des accords aujourd'hui qui consacrent des chapitres entiers parce qu'on a compris que souvent les entreprises ne sont pas en mesure d'utiliser les traités ou d'en profiter parce qu'il manque la transparence, parce que les règles ne sont pas connues et c'est trop compliqué d'obtenir des informations concrètes et cela rend le commerce trop cher. Raison pour laquelle ces dernières années la transparence est devenue plus importante. Nous allons voir que par exemple dans le cadre de l'OMC, il y a actuellement des négociations sur la facilitation du commerce. Il y a un accord qui est déjà entré en vigueur qui rend aussi visible l'importance de ce principe de transparence pour réduire les coûts des entreprises dans le commerce international. Alors ici, je vous ai pris un exemple d'un chapitre intitulé Transparence de l'accord économique et commercial global AECG entre l'Union européenne et le Canada. Et plusieurs des exemples de cette présentation sont pris de ce traité qui a l'avantage d'être un traité récent et assez sophistiqué. Alors, une partie de cette transparence peut être la publication de documents et de règles. Voyez ici dans l'alinéa premier de cet article 27, chaque partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives et d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient proprement publiées ou rendues accessibles d'une manière permettant aux personnes intéressées et à l'autre partie d'en prendre connaissance. Vous voyez là donc toutes les questions traitées par cet accord et les lois de mise en œuvre normale ou les règles techniques au niveau national doivent être visibles ou rendues accessibles. Deuxième alinéa, dans la mesure du possible, chaque partie publie à l'avance toute mesure de cette nature qu'elle projette d'adopter et ménage aux personnes intéressées et à l'autre partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures de cette nature qu'elle projette adopter. Alors là, on va même encore plus loin. Si un État parti à cet accord envisage de changer sa législation, on donne donc une opportunité de s'exprimer à l'autre partie. Cela peut être considéré comme une certaine ingérence dans les affaires internes, c'est une limitation de la souveraineté. En même temps, cette obligation ne va pas particulièrement loin, c'est juste l'opportunité d'en prendre connaissance et de s'exprimer. On ne permet en aucune manière de tenir compte des observations de l'autre partie. Alors ça, c'est un aspect de cette transparence, rendre les règles visibles et accessibles.
Cette transparence devient, comme j'ai dit, de plus en plus important. Par exemple, ici, vous avez une actualité de la presse du 24 septembre 2020 du journal 24 heures. La Suisse pour plus de transparence dans le commerce de l'or. Actuellement, la distinction entre l'or affiné ou non, de même qu'entre l'or de qualité bancaire et les alliages d'or, est impossible. Berne propose de changer cette nomenclature. Alors ça, c'est un exemple d'un commerce d'une matière première dont nous allons encore parler, dans lequel il y a certains problèmes, par exemple le blanchiment d'argent, l'abus du commerce dans ce domaine pour financer le terrorisme, etc. Et donc pour stabiliser ces marchés, pour tenir compte des enjeux et des défis, la transparence peut aussi être un moyen de pouvoir distinguer, par exemple, entre le commerce qui est souhaitable et qu'on aimerait soutenir et le type de commerce qu'on aimerait plutôt éliminer, voire réduire. Et pour cela, il faut plus de transparence. Donc encore un exemple pour ce principe. La plupart des gens et la presse, normalement, quand elle parle du commerce international, pensent surtout à la libéralisation. C'est vrai, ouvrir des marchés, garantir l'accès au marché à l'autre partie, c'est certainement, notamment au 19e siècle et encore aujourd'hui, souvent à la base des négociations. Mais nous allons voir qu'il y a d'autres principes aujourd'hui qui sont aussi possibles. Le simple fait d'ouvrir des marchés sans stabiliser ce commerce, sans prendre des précautions et des mesures pour lutter contre certaines conséquences qui sont moins intéressantes ou qui sont même dangereuses, n'est normalement pas durable. Mais la libéralisation du commerce des biens, du commerce des services, des mouvements des capitaux, des investissements, des travailleurs dans une certaine mesure, est normalement un objectif. Et on parle donc de libéralisation. De nouveau, un exemple ici de l'accord entre l'Union européenne et le Canada de 2016. L'objectif de l'accord dans sa totalité, et cet accord contient des chapitres sur pratiquement tous les domaines de l'économie. Alors, quel est le but ici, exprimé clairement dans l'article 2, alinéa 1, les parties libéralisent de manière progressive le commerce des marchandises, conformément aux dispositions du présent accord, pendant une période de transition débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Là, vous avez donc le terme libéraliser, accès au marché, ouverture de marché. Pour la Suisse, on l'a vu dans la partie historique de ce cours, c'est particulièrement important. La Suisse est un petit pays et comme pour pratiquement tous les petits pays, on trouve beaucoup de matières premières ou encore des productions pas sur notre territoire. On est très spécialisé et on a donc besoin d'accès à des marchés étrangers, à la fois pour la production très spécialisée, par exemple les montres, par exemple les produits pharmaceutiques, par exemple les services financiers, mais aussi pour l'approvisionnement de notre industrie. Par exemple, la Suisse est devenue ces dernières années le deuxième exportateur de café. Il s'agit évidemment de petites capsules Nespresso et sans le café du Brésil ou de l'Indonésie, l'importation et l'accès à ces sources, ce commerce serait impossible. De manière plus générale, quand on parle de libéralisation, on peut parler aujourd'hui d'élimination d'obstacles qui à la fois ferment des marchés et en même temps peuvent mener à des distorsions qui ne sont pas voulues. Et là, nous allons déjà dans le sens de la concurrence. La transparence et la concurrence peuvent aussi améliorer l'activité économique et à la fois pour le consommateur et les entreprises. Bien sûr, ceci ne dit encore rien sur la distribution des gains
du commerce international. Nous allons en parler un peu plus tard. Alors, l'élimination d'obstacles est très très présente dans les accords modernes. Ici, un exemple du préambule de l'accord entre l'Union européenne et le Canada, où les deux disent d'avoir résolu de créer un marché élargi et sûr pour leurs marchandises et services par la réduction ou l'élimination d'obstacles au commerce et à l'investissement. Donc, c'est exactement ce principe qu'on trouve aussi dans d'autres domaines. Nous allons voir par exemple quand nous parlons de la libre circulation des personnes, le fait de ne pas reconnaître des diplômes, c'est un obstacle. L'infirmier roumain qui ne peut pas travailler en Suisse parce que son diplôme n'est pas reconnu, cela est un obstacle plutôt technique. Bien sûr, il faut éventuellement veiller à ce que les niveaux de formation soient comparables, voire même prévoir peut-être certains compléments, mais une absence totale de reconnaissance et d'analyse est un obstacle technique qui pourrait totalement fermer un marché. Un principe qu'on utilise souvent pour éliminer des obstacles inutiles, c'est le principe de la non-discrimination. C'est aussi un principe pour ouvrir les marchés. Du point de vue économique, normalement, la discrimination ne se justifie pas, notamment, et c'est le plus souvent le cas dans le domaine économique, si la raison de la discrimination est simplement le protectionnisme, la volonté de protéger ses propres producteurs. Il peut avoir des bonnes raisons pour une telle discrimination. Par exemple, aujourd'hui, on peut discuter de la manière comment certains produits ont été produits, ou encore du transport nécessaire pour l'importation de certains biens. Mais là, il y a donc des critères dont on peut éventuellement tenir compte. Mais si la discrimination est simplement due au protectionnisme, elle n'est pas voulue par ces accords. Alors ici, je vous ai pris deux règles qu'on trouve dans le droit de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, notamment dans l'accord général sur le commerce et les droits de douane, le GATT. Depuis 1947, l'article 1er et l'article 3, donc tout au début de cet article, vous trouvez dans un premier temps le principe de la nation la plus favorisée, un principe du 19e siècle, déjà contenu dans la plupart des accords que nous avons vus conclus au 19e siècle, pour éliminer la discrimination entre les pays partenaires, entre les pays avec lesquels on a de tels accords. Et puis, deuxièmement, concernant la discrimination entre les producteurs ou les prestataires de services locaux ou les investisseurs locaux et les étrangers, donc sur la base de leur nationalité, le traitement national. Donc normalement, le traitement des nationaux est meilleur que celui des étrangers et donc, si on veut éliminer cette discrimination, on peut invoquer ici le traitement national dans l'article 3. Nous allons voir un peu plus tard que parfois il se pose aussi la question s'il faut discriminer contre les nationaux. Il peut y avoir des situations politiques où un État décide de traiter ses propres nationaux moins bien que les étrangers. C'est normalement la conséquence des négociations. Si par exemple le partenaire a obtenu un traitement ou une règle qu'au niveau national, le Parlement par exemple n'est pas prêt à accorder à tous. En Suisse, on discute par exemple aujourd'hui que des personnes vivant en Suisse qui ont de la famille dans des pays tiers, avec lesquels on n'a pas de tels accords, sont moins bien traités que des personnes qui vivent en Suisse et qui ont de la famille dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne a reçu certaines garanties. Et donc là, il résulte qu'aujourd'hui, ces personnes qui n'ont pas ce lien avec l'Union européenne sont moins bien traités, par exemple, s'ils ont de la famille au Kosovo ou en Serbie, que si c'était le cas, s'ils ont un lien avec des pays de l'Union européenne.
Alors, le traitement national, normalement, ne fonctionne qu'en faveur des étrangers. S'il résulte de la législation nationale un traitement plus favorable pour les étrangers, il est satisfait et les nationaux ne peuvent normalement rien dériver d'un tel principe. Souvent, on peut se demander dans tous les États si peut-être en vertu du droit constitutionnel, la non-discrimination contenue en droit interne, les nationaux n'auraient pas une telle garantie. Ça ne fonctionne pas dans tous les États. Je viens de parler de l'exemple de la Suisse, où actuellement une révision de la législation est discutée, mais il y a une forte opposition politique. Un principe qu'on ne trouve pas sous ce nom normalement dans des accords internationaux, c'est ce que moi j'appelle la stabilisation des marchés. Mais je l'ai déjà dit, si on libéralise des marchés, si on élimine des obstacles, si on élimine aussi les discriminations, il peut tout de même avoir des domaines où on a un certain intérêt d'avoir certaines restrictions, certaines règles en place, par exemple aussi des règles techniques. Et si ces règles, par exemple, sont trop différentes, ça peut mener à une distorsion, voire à de nouveaux obstacles techniques. Et une possibilité, c'est donc de trouver ensemble des règles qui tiennent compte d'un problème, mais qui ne créent pas des obstacles commerciaux. Alors, un exemple, ici, c'est celui de la sécurité des voitures. Alors, entre le Canada et l'Union européenne, ce commerce des voitures est important, notamment pour l'industrie automobilière européenne. En même temps, il y a des réglementations dans le domaine des voitures, notamment concernant la sécurité, qui sont importantes. Et donc, il faut trouver ici des règles acceptées par les deux parties à un traité qui stabilise le marché, c'est-à-dire oui, le marché est ouvert, mais on assure aussi la protection des consommateurs, la protection des passagers des voitures, et donc on adopte normalement des règles communes. Nous allons en parler beaucoup pour la Suisse, par exemple, dans le domaine des services financiers. Oui, ça doit être possible d'utiliser des banques étrangères, mais on veut éviter l'abus pour la fraude fiscale, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. C'est aussi une espèce de stabilisation de marché. Alors ici, l'exemple des voitures, qu'est-ce que le Canada et l'Union européenne ont prévu? Les parties confirment leur engagement conjoint à améliorer la sécurité et la performance environnementale des véhicules et à appuyer les efforts d'harmonisation menés dans le cadre de l'accord mondial de 1998 administré par le Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules, etc., etc. Donc ici, les deux font même référence à une approche multilatérale. Ça, c'est aussi quelque chose que nous allons voir. On peut lier des traités bilatéraux, ici entre l'Union européenne et le Canada, à des règles communes. Ça crée encore moins de distorsions, encore moins de différences entre les règles applicables. Dans ce cas, ça semble possible. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas souhaité, ou il n'existe peut-être pas de telles règles, ou un État n'est peut-être pas satisfait des règles harmonisées ou proposées par des traités multilatéraux. Un autre aspect qui devient et qui a toujours été assez important, c'est la question de dire oui, des États ont des accords commerciaux. On peut de manière générale dire qu'ils sont dans l'intérêt des deux parties, mais il peut y avoir tout de même des grandes différences, notamment au développement économique entre les partenaires. Et surtout aussi sur le plan multilatéral, il est un principe et un objectif respecté que pour les pays en voie de développement, il faut tenir compte de leur état de développement et peut-être avoir des règles plus spécifiques, différenciées, qui aident vraiment aussi les populations des États pauvres, voire des États émergents, voire de certaines régions de certains États, à profiter de la libéralisation du commerce international et de cette stabilisation. Et donc il y a cet aspect de la solidarité entre les États qu'on trouve
normalement aujourd'hui dans la plupart de tels accords. Ici, vous avez un exemple de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, dont on avait déjà parlé, sauf que c'est la 4e partie de l'accord qui a seulement été introduit dans les années 60. Ça, vous ne le voyez pas ici sur ce slide. Époque à laquelle beaucoup d'anciennes colonies sont devenues indépendantes et on a voulu renforcer cet aspect de la solidarité. Vous voyez ici comme principe du GATT, un exemple pour ce principe dans le droit international économique, les parties contractantes, conscientes de ce que les objectifs fondamentaux du présent accord comportent le relèvement des niveaux de vie et le développement progressif des économies de toutes les parties contractantes, et considérant que la réalisation des objectifs est spécialement urgente pour les parties contractantes peu développées. Alors là, on répète aussi, en principe, ces accords devaient être dans l'intérêt de tout le monde, mais est-ce qu'on veut aussi assurer que ce qu'on appelle ici les parties contractantes peu développées, ou certains groupes, comme je l'ai déjà dit, dans ces pays, sont aussi au bénéfice des avantages de l'accord. Ça, c'est aujourd'hui souvent aussi une discussion que nous avons au moment où la Suisse, par exemple, négocie un nouvel accord, un accord avec l'Indonésie ou les Philippines ou la Malaisie, tels qu'ils sont actuellement négociés ou ont été négociés, et où on peut se demander bien sûr si ce principe est suffisamment atteint par les négociateurs. Un exemple de l'OMC, d'actualité, concernant cette solidarité, c'est cette actualité publiée le 23 mars 2021 sur le site de l'OMC, Post-Covid-19 Recovery, must not leave anyone behind. La nouvelle directrice générale Okonjo Iweala parle à un événement de l'OMC, vous voyez, en visioconférence évidemment, à cause de la pandémie, et elle parle ici de l'importance de tenir compte des intérêts des pays en voie de développement, aussi dans le domaine du commerce des vaccins, mais aussi la protection intellectuelle des détenteurs des brevets pour ces vaccins, sont tous des sujets traités par l'OMC, où les intérêts des pays développés, les intérêts des entreprises, les intérêts des consommateurs doivent être observés, mais elle dit qu'il ne faut pas oublier bien sûr aussi les intérêts des pays en voie de développement, voire des populations les plus faibles et pauvres dans ces États. C'est un principe, après il faut voir comment on le réalise. C'est tout pour cette présentation. Un dernier aspect, et peut-être le plus important, on dirait souvent, ou celui qui a été le plus négligé pendant longtemps, le concept du développement durable. Le développement durable est devenu un peu le mot-clé pour une économie qui tient compte des besoins de la société, il inclut les droits humains de l'individu et de la planète dans son ensemble ou de l'écosystème. Donc, souvent on parle que de l'environnement. Et donc, on parle souvent d'un rapport au moins triangulaire. Tous ces aspects doivent être respectés pour que la croissance économique soit vraiment dans l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire voilà, des populations pauvres et de ceux qui en ont déjà plus profité, mais aussi de l'écosystème qui est souvent négligé. Pensez aux effets du réchauffement climatique, à la pollution des eaux. Et donc aujourd'hui, normalement, vous trouvez une référence au développement durable à l'OMC, au FMI, à la Banque mondiale, mais aussi ici, de nouveau, l'exemple de l'accord Union européenne-Canada de 2016, coopération et promotion du commerce contribuant au développement durable. Les parties reconnaissent l'intérêt de la coopération internationale pour atteindre les objectifs du développement durable et de l'intégration à l'échelle internationale des initiatives, des actions et des mesures de développement et de protection d'ordre économique, social et environnemental.
Là, vous trouvez aussi ces trois termes, économie sociale, environnementale, ce qui est souvent pris comme représentant le concept du développement durable. En conséquence, les parties conviennent d'entretenir un dialogue et de se consulter sur les questions de développement durable liées au commerce qui présentent un intérêt commun. De nouveau, c'est un principe qu'on ne trouve pas, par exemple, dans les accords des années 40 ou 50, et c'est à partir des années 70 qu'on a commencé à en discuter, et seulement ces dernières années, on a introduit de tels articles, de telles dispositions dans les accords. Maintenant, il manque encore souvent la volonté des États de vraiment tenir compte de ce principe et de voir dans quelle mesure on est prêt à éventuellement aussi faire des concessions ou renoncer à certains gains économiques pour tenir compte des aspects sociaux et environnementaux. Si vous avez suivi un peu le débat concernant l'accord commercial entre la Suisse et l'Indonésie, sur lequel le peuple a voté début mars 2021, vous voyez exactement que c'était un des enjeux, un des défis principaux, probablement à juste titre, même si peut-être les réflexions n'étaient pas toujours totalement correctes et cohérentes. C'est tout pour cette présentation. Merci et à bientôt.